Business can get money from you only by persuading you that they have something you want to buy. And that's an enormous difference. So multinational companies have no special power. Why are they multinational? Because the multinational companies, which are successful, are able to offer customers better goods at a lower price. Now, why is that power that you should be worried about? La compétition, c'est la coopération. C'est ça qui est amusant. Vous avez jamais réfléchi sur l'origine du mot compétition? Cum petere, on va tous vers le même but. L'origine des mots vous dit quelque chose, normalement, sur les mots. La compétition, c'est pas quelque chose dans laquelle celui qui gagne tue l'autre. C'est pas ça. C'est-à-dire, la façon par laquelle nous arrivons à produire les meilleurs médicaments, les meilleures coutumes, les meilleures caméras, les meilleures choses qui nous donnent à vivre, les meilleurs produits alimentaires, c'est l'effet qu'on essaye plusieurs de résoudre un problème. Et enfin, bien sûr, la solution la meilleure est d'adopter. On ne tue pas l'autre. L'autre, tout simplement, va faire un autre métier, probablement, ou va faire un produit différent. Okay, you've had enough. Wait a minute, because... Oh, I got to get rid of this. That's right. I forgot. Here we are. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. And I wish you luck with your program. I wish you luck with your country. Oui, je crois que non, on ne sait pas où on va. Mais là, c'est peut-être normal. C'est-à-dire l'histoire, on ne peut jamais prédire les cours futurs de l'histoire. On dit souvent que la force est impuissante à dompter la pensée. Et pour que ce soit vrai, il faut qu'il y ait pensée. Là où les opinions irraisonnées tiennent lieu d'idées, la force peut tout. Il est bien injuste de dire par exemple que le fascisme anéantit la pensée libre. En réalité, c'est l'absence de pensée libre qui rend possible d'imposer par la force des doctrines officielles entièrement dépourvues de signification. Suivant la recommandation des libéraux, les dirigeants politiques semblaient avoir renoncé à élaborer des projets d'avenir conformes aux aspirations de ceux qui les avaient élus. Désormais, notre monde complexe ne serait plus géré qu'en fonction des capacités techniques et selon la volonté des forces du marché. Après avoir entendu comment le néolibéralisme s'était développé, il m'importait surtout de suivre les derniers épisodes des transformations libérales et de tenter d'apercevoir vers quoi elles nous conduisaient. Being digital, c'est l'expression de l'être dans les années à venir. Et si on n'est pas numérique, on n'est pas. Hein? Et ça, les gens croient. Hein? Vous devez savoir que ce n'est pas seulement une idée farfelue, mais les gens croient que désormais, si on n'est pas branché numérique, si on n'est pas un nomade navigateur dans le nouveau monde de ce qu'on appelle le cyberspace, hein? Si on n'est pas un internaute, hein? On n'est plus comme jadis, si on n'était pas un alphabétisé, on n'était pas. Et donc maintenant, la nouvelle manière de lire, de parler, d'écrire, de calculer, c'est dans les mondes numérisés. Riccardo Petrella dirigeait la prospective technologique de la Commission européenne. N'adhérant pas au dogme de la compétitivité, il s'est heurté à l'opposition des dirigeants de la Commission. Nous devons créer, nous aussi, les autoroutes de l'information qui permettront de créer cette nouvelle économie à base d'informations, qui permettront aussi de créer de nombreux emplois et de faire face à des besoins, notamment en matière de... En décembre 1993, avant de quitter la présidence de la Commission européenne, Delors apporta une ultime contribution personnelle à l'achèvement des transformations libérales européennes sous la forme d'un livre blanc intitulé « Compétitivité, croissance, emploi ».
La foi libérale est élevée au rang de dogme indiscutable par les plus hautes autorités. Même le développement d'une nouvelle fracture sociale ne parvient plus à faire douter nos dirigeants. Refaire de la communauté un îlot de croissance stable est important pour nous et, je le répète, pour nos voisins de l'Est et du Sud. Davantage de compétitivité, puisqu'il est évident que, malgré les progrès réalisés entre 85 et 90, nous avons perdu de la compétitivité. En 1992, l'Europe était en pleine période de ratification du traité de Maastricht. C'est dans ce contexte que la Commission avait publié une révision de sa politique. Et si le début de la libéralisation des télécommunications avait été conduit habilement, son achèvement fut un modèle de stratégie. Delors, craignant que des mesures trop libérales ne fassent avorter le traité, avait demandé à Britten, qui était encore commissaire à la concurrence, de calmer le jeu. C'est ainsi que la Commission avait officiellement pris position pour une libéralisation modérée, obligeant les États à prendre eux-mêmes une décision plus radicale. Gérard Moine est un témoin privilégié de cette histoire. Il a été directeur de cabinet d'Édith Cresson puis de Paul Quilès avant de rejoindre la direction de France Télécom. Pour ne pas effaroucher, pour ne pas donner le sentiment que le Big Bang était devant nous, on avait un système qui proposait assez vite de libéraliser les services transfrontaliers sur le thème. C'est pas normal de payer plus cher pour téléphoner de Lille à Bruxelles que de Lille à Nice. Et donc l'Europe se fera un peu comme ça. Alors, on a expliqué que par des effets de domino, tout ça, ça voulait dire la concurrence totale. Et deuxièmement, qu'il n'y avait pas réellement de concept de service universel, de service public là-dedans. Et donc tout le travail que nous on a mené, enfin le gouvernement français aussi, mais France Télécom là en tant que tel, du juillet 92 à mars 93, a été de ramer dans ce sens pour faire dire à la Commission ce qu'elle voulait réellement, et dire si c'est de la libéralisation totale, dites-le nous, et dites-nous quand, et c'est pas demain matin, là il faut du temps pour se préparer, mais c'est plus clair, tant qu'à faire, que des choses subreptices qui font par effet de domino accélérer votre soi-disant programme. Après avoir affûté l'image de France Télécom pour l'adapter à la concurrence qui s'annonce, les dirigeants de l'ancienne administration opèrent un brutal changement de position. Moyennant quelques promesses de la Commission sur la survie du service public, rebaptisé service universel, ils se prononcent soudain en faveur d'une libéralisation totale du marché. Nous n'avions probablement pas fait assez de communication interne, ça aurait probablement été un peu insuffisant, pour expliquer que désormais c'était une bonne chose pour France Télécom que d'avoir cette perspective, parce que cette perspective elle était inéluctable, et il valait mieux l'avoir préparée et de l'avoir programmée que de la prendre comme ça au dernier moment. Et deuxième dimension, France Télécom s'est construit une capacité sur son territoire qu'elle peut aussi exporter sur le territoire des autres, et que le marché français, certes il y aura du monde dessus, mais le marché européen, il y aura aussi du monde, dont France Télécom, dans des pays voisins, développés, avec lesquels on peut faire bonne figure. Une fois le traité adopté, les grandes mesures de libéralisation, celles qui imposèrent la restructuration complète du secteur, sont prises. Chacun a fini par suivre les orientations de la Commission. Au cours de 2 conseils européens, la décision de libéraliser les services de téléphonie vocale et les infrastructures elles-mêmes ne sera plus qu'une formalité. L'existence des administrations européennes de télécommunications est dès lors condamnée, sans que les élites qui en avaient profité pendant des décennies ne se soucient des conséquences de cette disparition. La décision de juin 1993 de libéraliser le service du téléphone, puis la décision de novembre 1994 de libéraliser les infrastructures, puisque la décision a été prise en 2 temps, a été prise dans les 2 cas à l'unanimité des 15 ministres chargés des télécommunications. La Commission, comme je vous l'ai dit, a joué un rôle d'aiguillon, d'instruction, de préparation, de proposition, de stimulation. Mais la décision politique a été prise par le Conseil des ministres et à l'unanimité.
Donc, de grâce, ne présentons pas cela comme une contrainte qui nous a été imposée, mais comme un choix collectif dans lequel chacun a discuté à la fois de l'objectif final et du calendrier, mais où tout s'est résolu par un choix unanime des États. Les modalités de la libéralisation en Europe étant arrêtées, les législations nationales doivent se mettre en conformité avec les directives européennes. Il s'agit de réaménager complètement les règles régissant le secteur pour faire place aux nouveaux concurrents. Ce sera fait en France à travers la nouvelle loi de réglementation des télécommunications au cours du premier semestre 1996. La loi de réglementation des télécoms est un texte architechnique, un texte politique essentiel, mais qui se présente sous une forme architechnique. C'est lisible pour le commun des mortels. En fait, le débat politique a eu lieu 3 mois après, à propos de la loi de privatisation de France Télécom, où là, il y a eu des interventions beaucoup plus fortes, vraiment, oui, 3 mois après, parce que celui-là était un texte immédiatement lisible. Et que un vrai problème du débat politique d'aujourd'hui, qui devient de plus en plus complexe, c'est que souvent les décisions législatives importantes apparaissent comme tellement techniques que les gens ne réagissent que quand ils en voient les résultats. J'ai veillé à ce que cette réforme ne provoque pas de rupture. Elle n'est évidemment ni ultralibérale, ni conservatrice. Elle vise à proposer une voie originale qui concilie le service public, la concurrence et l'intérêt des usagers. Ces derniers pourront d'ailleurs, j'en suis sûr, s'en apercevoir très prochainement. Rien dans le texte qui vous est proposé ne s'écarte de cette ambition. Notre conception de la modernité cherche à allier le meilleur de l'héritage avec l'inévitable ouverture sur l'avenir. Bon, je compare un peu tout ça à une chasse à courre. Donc il y a l'halali, et après l'halali, c'est-à-dire suce à la bête prête de mourir, on la dépèce, on la coupe en morceaux et on se la partage. La législation est prête, ça c'était l'halali, c'était comment mettre en place tout ce qu'il fallait comme moyen pour arriver à ses fins. Et maintenant, on en est aux échéances. 1er janvier 1998, dépeçage des services de télécommunications d'Europe. Et puis ce sera les chemins de fer, et puis ce sera les postes, et puis ce sera tout, les impôts, pourquoi pas. Les nouvelles règles étant fixées, une redistribution des cartes a lieu et un changement de décor intervient brusquement sur le champ de bataille des télécommunications. La plupart des pays commencent à transférer au secteur privé tout ou partie de leur ancienne administration, condamnée dès lors pour survivre à se transformer en organisation multinationale compétitive. Le nouveau destin des télécommunications ne se joue plus dans les centres d'études, mais sur les marchés boursiers. Observateur passif et complaisant de ce conflit, le public en devient presque malgré lui un acteur essentiel. C'est lui, en effet, qui, à côté des grands investisseurs institutionnels, devient actionnaire des opérateurs de télécommunications. C'est ainsi, par exemple, que les gigantesques profits de France Télécom, après avoir été la propriété de l'ensemble des citoyens français, s'apprêtent à revenir à des actionnaires privés, dont bon nombre de retraités américains qui ont placé leur épargne dans des fonds de pension. Laurent Cohen-Tannoudji n'est pas seulement un expert reconnu en droit constitutionnel. C'est aussi un avocat international appartenant à un cabinet américain qui, en avril 1997, prépare à New York l'ouverture du capital de France Télécom. Les fonds de pension, ce sont des organismes qui placent les fonds de retraite. C'est que, aux États-Unis notamment, les retraites sont privées, donc il y a ce qu'on appelle des fonds qui ont en charge la gestion et le placement de ces sommes, de ces fonds de retraite, et donc ce sont des investisseurs extrêmement sophistiqués qui donc investissent sur toute une série de titres sur le plan mondial. Et donc ce sont des investisseurs très exigeants qui sont très regardants sur la gestion de l'entreprise, qui ont des critères très stricts. Donc aujourd'hui, toute opération d'émission de titres sur les marchés financiers rencontre inévitablement donc ces grands investisseurs internationaux. C'est un moyen de discipline des entreprises, puisqu'elles sont obligées d'être mieux gérées pour pouvoir attirer l'épargne, cette épargne dont elles ont absolument besoin.